Le tout premier Alien, sorti en 1979, est encore aujourd'hui l'un des meilleurs films de monstres jamais réalisés. L'un des meilleurs films tout court, diront certains, notamment moi-même. Une atmosphère anxiogène, des décors étouffants, un monstre au design inoubliable sublimé par une mise en scène inspirée et un montage d'une précision chirurgicale. Alien, c'est un chef-d'œuvre et un sujet dont on n'a pas fini de parler sur la chaîne. Entre la nouvelle saga débutée par Romulus et la série Alieners qui va débarquer prochainement, autant vous dire que les xénomorphes, ils sont pas prêts de disparaître. Mais est-ce que vous saviez qu'à l'origine, Alien aurait pu n'être qu'une simple production SF fauchée produite par Roger Corman ? Il s'en est fallu de peu pour que, de chef-d'œuvre de la science-fiction, on hérite d'un simple nanar parfaitement adapté au format sinistre et tronc. Et si vous vous êtes toujours demandé à quoi aurait pu ressembler la version cheap d'Alien, préparez-vous à découvrir la réponse. Le sujet du jour, c'est créatures. C'est parti. Salut les explorateurs du net, ici Jean-Marc Antoine, capitaine du Nostromo 2. Dans l'espace profond, on n'est jamais vraiment en sécurité. Et autant vous dire qu'on n'aime pas trop qu'un intrus vienne fouiner dans nos transmissions. Du coup, on prend nos dispositions. Les lignes de communication, toutes sécurisées. Les données de navigation, cryptées. Pourquoi ? Parce que dans l'espace, et sur internet, il y a toujours quelqu'un qui rôde pour vous piquer vos infos. Heureusement, pour se protéger au mieux dans cette galaxie sans pitié, on utilise le meilleur des logiciels de protection. NordVPN, c'est votre sas de sécurité dans cette galaxie hostile. Une connexion chiffrée, plus de 7000 serveurs aux quatre coins du cosmos et une vitesse qui ferait pâlir un moteur à fusion. Que vous soyez en train de streamer un vieux classique ou d'envoyer des données perso, personne viendra mettre son nez là-dedans. Et si jamais un pirate du net tente de vous hacker, activez la protection anti-menace et laissez NordVPN s'occuper de bloquer pubs, trackers et sites vérolés avant même qu'ils n'essaient de s'en prendre à vous. En plus, c'est rapide, stable et vous pouvez même changer votre position virtuelle pour accéder à du contenu étranger. Avec mon lien en description ou en utilisant le code GuillaumeFR, vous avez droit à 4 mois gratuits en plus de l'abonnement de 2 ans. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec la garantie satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours pour tester si ça vous convient. Allez, fin de transmission. Moi, j'ai un astéroïde à contourner. On vient de recevoir un signal bizarre. On va aller voir ce qui se trame. A plus les loustiques, et n'oubliez pas, pour faire face aux menaces du net, rien de mieux que NordVPN. Créature, donc, sorti en 1985, est le deuxième long métrage de William Malone, un grand passionné de cinéma de genre qui réalisera des films tels que La Maison de l'horreur en 99, remake de La Nuit de tous les mystères de William Castle, Terror.com en 2002 et Parasomnia en 2008. Et si tout ça ne vous évoque au mieux rien de plus que de vagues souvenirs très flous, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. En 1981, William nous sort son tout premier film réalisé avec ses petites mains. Une comédie romantique, assurément. Un film de monstre pour lequel il s'est investi corps et biens, allant jusqu'à vendre sa voiture et hypothéquer sa maison pour le produire. Il est à fond le bill. Or donc, suite à cette première expérience, Malone et son producteur William G. Dunn sont à la recherche de partenaires financiers pour monter leur prochain projet. C'est ainsi qu'en janvier 1984, ils atterrissent dans les bureaux de Transworld Entertainment, compagnie fondée par l'Israélien Moshe Diamant et qui se spécialisait jusqu'alors dans la distribution en VHS de films d'action et d'horreur à bas budget sur le territoire américain. Mais comme la distribution ça va bien 5 minutes, l'homme d'affaires voudrait passer à l'échelon supérieur en se lançant dans la production cinématographique. C'est ainsi que Malone lui pitch Murder in the 21st Century, qui tournait vraisemblablement autour d'une histoire de meurtre au 21e siècle. Mais le producteur n'est pas plus emballé que ça et demande immédiatement à notre cher Bill de revenir le lendemain avec une autre proposition. Et dans l'idéal, une proposition dans la veine d'Alien de Ridley Scott. Parce qu'on veut du bon cable. William passe alors en revue ses archives et retombe sur un traitement de 2 pages qu'il avait écrit quelques années plus tôt, intitulé The Titan Find. Une histoire à base de créatures extraterrestres qui va décimer un par un les membres d'équipage d'un vaisseau spatial. Toute ressemblance avec une œuvre existante est purement fortuite. Cette fois-ci, le pitch est accueilli avec enthousiasme par Diamant, qui donne son feu vert à une enveloppe de 350 000 $ au réalisateur. Malone se lance donc dans la rédaction d'un scénario avec son ami Robert Short, spécialiste des effets spéciaux qui sera oscarisé pour Beetlejuice, tout en supervisant la préparation du tournage. Un tournage qui débutera le 25 juin dans une usine désaffectée de Burbank, où seront bâtis les 24 décors. Au casting, on trouve notamment Wendy Schaal, une habituée du cinéma de Joe Dante qu'on a pu voir dans L'Aventure intérieure, Les banlieusards et Small Soldiers, et Diane Salinger, qui est quant à elle une habituée du cinéma de Tim Burton puisqu'elle apparaît notamment dans Pee-wee Big Adventure et Batman le défi. Pour ce qui est de la créature elle-même, ce sont les frères Robert et Denis Kotak de LAFX Group qui se chargent de son design. Et malgré un budget très limité, le réalisateur tient à ce que son film ait de la gueule. Raison pour laquelle il passe un marché avec Panavision pour tourner au format anamorphique, offrant une qualité d'image bien supérieure aux productions habituelles du genre. Ainsi, après une semaine de tournage et face au rush qu'il trouve impressionnant, Diamond décide d'offrir une rallonge à Malone et le budget atteint finalement les 750 000 $. Ce qui permettra notamment de mixer le film en stéréo et d'embaucher un acteur renommé pour pouvoir mettre son nom sur l'affiche et rendre le film encore plus bankable. Cet acteur, ce sera l'allemand Klaus Kinski que Diamond parvient à engager pour une semaine. Sauf que tous les rôles sont pris. Mais au niveau de la prod, c'est qu'un détail apparemment. Malone et son co-scénariste réécrivent donc d'urgence une partie du script pour y intégrer un nouveau personnage inspiré de Quint des Dents de la Mer. Et quand Kinski débarque, c'est le début des emmerdes. L'acteur, connu pour son tempérament imprévisible et agressif, mettra tout le monde à bout, se vantant auprès du réalisateur d'avoir violé sa propre fille et agressant l'actrice Diane Salinger sur le plateau. Un amour. Cerise sur le gâteau, l'acteur ne respectait jamais ses marques, estimant que c'était au cadreur de s'adapter à lui et pas l'inverse. Résultat, une grande partie de ses prises seront inutilisables car floues.
Et après 8 semaines éprouvantes marquées par des températures étouffantes, l'été étant particulièrement chaud et la climatisation du bâtiment étant en panne, le tournage prend fin. Le film, finalement distribué sous le titre Créature au lieu de The Titan Find, pas assez bankable, sortira le 8 mai 85 aux États-Unis et ne restera dans les mémoires que comme le parfait porte-étendard de la vague des sous-aliens fauchés. Mais n'empêche que Créature va avoir son petit impact sur un certain film nommé Aliens. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? C'est en effet rien de moins que James Cameron lui-même qui assiste un jour à une projection de Créature, et le réalisateur fut tellement impressionné par les effets spéciaux du film, réalisé avec un budget dérisoire, qu'il décida d'engager les frères Skotak sur sa suite d'Alien, un travail pour lequel ils seront oscarisés. Comme quoi, du nanar aux Oscars, y a vraiment qu'un pas. Quant à William Malone, il retentera la SF horrifique au début des années 90 avec un projet nommé Dead Star, projet sur lequel il travailla pendant quelques temps avec un certain Hans Rudi Giger, le concepteur original de l'Alien. La boucle était bouclée. Ah et sinon, en 2021, on a publié une version novélisée du film. Bon, allez, matons le chef-d'œuvre. Dans une bataille acharnée. Et ça commence très fort avec une belle voix off qui nous place le contexte. On apprend ainsi que dans le futur, la conquête spatiale est gérée non pas par la NASA, mais par de grosses multinationales qui s'intéressent avant tout aux ressources qu'elles peuvent y trouver. Toute ressemblance avec une œuvre existante est purement fortuite. Et du coup, il y en a deux qui mènent la danse, Richter Dynamics côté allemand et NTI côté américain. Et c'est justement une joyeuse troupe de NTI qu'on retrouve sur Titan, la plus grande lune de Saturne, où une expédition géologique est en cours. Une expédition menée par Jean-Claude et Dédé, qui ont l'air ravis d'être là. C'est fantastique. Ah oui, on te sent submergé par l'émotion, dis donc. Autour d'eux, des sortes de cylindres au contenu non identifié, mais qui dateraient apparemment de plus de 2 siècles. Et s'ils pensent dans un premier temps que le contenu de ces cylindres est mort depuis longtemps, bah en fait non. Sauf que comme la plupart des personnages dans ce genre de film, Jean-Claude et Dédé sont complètement cons. Ça doit être les éclairs. Oui bah oui, ça doit être les éclairs qui ont ouvert la gueule et montré leurs dents. C'est sûr. Ils passent ensuite à la phase photo, pour laquelle Jean-Claude demande à Dédé de s'asseoir sur le cylindre parce que qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein. Vas-y toi-même. Mais je peux pas m'asseoir dessus et prendre des photos en même temps. Et là, c'est le drame, parce que le cylindre est fissuré et que son contenu s'attaque directement à Dédé. Par le cul apparemment. Quelques semaines plus tard, la station Concorde, en orbite autour de la Terre, détecte un vaisseau en approche rapide. Très rapide. Trop rapide. Il faut l'intercepter au plus vite. Mais étant donné que Gilou est sous Tranxène... Modifiez votre route au point 5 KW, répondez. Eh bah, ça finit mal. Oui, bah voilà ce qui arrive quand on embauche des gens qui ont de tension, hein. Quelque temps plus tard, une expédition est envoyée vers Titan pour enquêter sur ce qui a bien pu arriver à l'équipe de Jean-Claude et Dédé, dont le vaisseau s'est écrasé sur Concorde. On assiste donc au briefing riche en informations de Jeff, le chef. Votre job consistera à retrouver les traces d'un être venu d'ailleurs dont on ne sait rien. Pas de problème. Et attention, Jeff le chef, ça a pas l'air d'être un marrant. Vous devrez m'obéir tous sans exception. Et en ce qui concerne le décor, toute ressemblance avec une œuvre existante est bien évidemment purement fortuite. Officiellement, leur mission ne consisterait apparemment pas à ramener un spécimen, mais à simplement prendre des notes. Et ça, Bess, ça l'a fait un peu tiquer. Si c'est une mission toute simple, pourquoi avoir pris un policier avec nous? Derrière ces airs un peu légers, Bess pose les bonnes questions. D'autant que Véronique la flic a l'air d'avoir à peu près autant d'humour que Jeff le chef. Elle ne dit jamais rien. Pourrais-tu rester 3 mois ici sans adresser la parole à qui que ce soit? Tu y arriverais, toi? Elle serait un robot que ça n'étonnerait pas grand monde. Ce qui engendrerait d'ailleurs une ressemblance avec une œuvre existante purement fortuite. De leur côté, Bess et Stéphane le capitaine se font une petite partie d'échecs en parlant de tout et surtout de rien. Combien de fois liras-tu ce livre? Autant de fois que je le pourrais. De toute façon, je n'en ai pas d'autres. Tu n'as pas honte de te dévergonder de la sorte. Ne bois pas autant de café, c'est mauvais pour ta santé. Qu'on donne un Oscar au dialoguiste. Quant à Suzanne et John, ils passent un moment romantique dans la baie d'observation. J'adore regarder les étoiles, parce que cela me rappelle le Michigan. Sauf que face à l'immensité de Titan, qui ne rappelle que mine de rien en est bien peu de choses, Suzanne est soudainement prise d'angoisse. Je me sens si petite, si fragile devant ce monde inconnu. Et puis elle finit par péter un câble. Je ne reviendrai pas vivante, j'en suis certaine. Aimez-moi. Ah ouais non mais toi tes techniques pour pécho elles sont particulières quand même hein. Quelques heures plus tard, ils amorcent leur entrée dans l'atmosphère de Titan et oh là là, je sais bien que c'est fortuit mais bordel, même les interfaces quoi. Bref, toujours est-il qu'ils détectent à leur grande surprise qu'un vaisseau appartenant à Richter Dynamics est déjà sur place. Une nouvelle pas hyper bien accueillie par Jeff le chef, qui représente bien évidemment les intérêts de la compagnie. Enfin, de NTI. Et du coup, Jeff le chef veut absolument qu'ils atterrissent au plus vite à côté du vaisseau allemand. Et même si Stéphane le capitaine l'encourage à ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que bon, on peut pas atterrir n'importe où sans faire un petit check-up d'abord, Jeff le chef se montre inflexible. J'ai dit qu'on se poserait à proximité et on le fera. Là-dessus, Stéphane le capitaine s'exécute. Vous êtes prêts les enfants? Oh la musique fortuite. Le vaisseau pénètre alors dans l'atmosphère de Titan et y atterrit sans mal. Pas du tout. En réalité, c'est le début des emmerdes, parce qu'il s'avère que le terrain où l'autre grand con de Jeff a voulu les faire atterrir n'est absolument pas stable. Du coup, le vaisseau se viande.
Tralala, trop de fortuité dans cette séquence et cet enchaînement d'événements. Notre belle bande de winners se retrouve donc livrée à elle-même sur cette lune inhospitalière. Stephen demande alors à Bess de contacter le vaisseau allemand, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Ils décident donc de directement aller les voir pour leur faire un petit coucou. Et une fois arrivés sur place, ils découvrent avec étonnement que la porte d'entrée est ouverte. Quelle tête en l'air alors ces astronautes allemands! Stephen, Jeff, Johnson et Véronique partent alors en éclaireur au sein du vaisseau, rapidement suivis par Suzanne qui est persuadée qu'elle va crever de toute façon. Et une fois à l'intérieur, ils font comme dans tous les films d'horreur, ils se séparent. John et Suzanne partent alors explorer le labo où ils découvrent le fameux cylindre de Jean-Claude et Dédé. Quel est donc ce matériau? John part ensuite rejoindre ses collègues pour leur parler de cette découverte, et comme Suzanne elle a apparemment très envie de forcer le destin, elle décide de rester là, seule, dans cette salle sombre et sinistre. L'instinct de survie finit heureusement par prendre le dessus, et elle rejoint ses camarades, auxquels elle fait un bilan clair et concis de la situation. Ils sont tous morts! Et alors qu'ils font route vers le labo pour voir ça de leurs propres yeux, oh trop fun des cadavres, ils se retrouvent nez à nez avec la créature. Qu'est-ce que c'est? Une créature qui restera bien évidemment dans l'ombre, Malone connaissant ses classiques. Bref, étant donné que l'arme de la flic n'a aucun effet sur le monstre, le groupe s'enfuit à toutes jambes vers la sortie. Mais pas de bol, le sas se referme à la tronche de Suzanne, qui se retrouve à la merci de la créature. Tout ça pour dire qu'elle nous l'avait bien dit. Après avoir shooté un Johnson choqué et un peu trop expansif, le trio sort du vaisseau et le groupe s'en repart. Et sur le chemin, ils découvrent la salle au cylindre qui serait apparemment un vieux labo extraterrestre. Selon la première expédition, ceci daterait de plus de 200 ans. Et ils tombent sur un cadavre. Jean-Claude? Dédé? Aucune idée? On n'y voit rien. De retour au vaisseau américain, Bess et son copain Stephen tuent le temps en discutant comme ils savent bien faire. Bryce est dans sa chambre. Quant à Perkins, j'en sais rien. Et toi, Bess? Bah, elle est là. Même elle trouve sa question complètement con. Ici. Et quand Bess lui demande quelles sont leurs chances de survie, Stephen le capitaine s'emploie à la rassurer du mieux possible. Infime. Eh bah, merci pour le coup de boost, écoute. On va mourir. On s'en sortira tous. Non mais, tu te rends compte que tu tiens des propos très incohérents? Stephen confie alors la mission de la dernière chance à Bess, une mission qui va consister à bricoler une radio pour appeler du secours. Mais on va nous manquer, et je pense que... T'occupe. J'ai ma petite idée là-dessus. Ouh, j'aurais pas confiance. De son côté, Véronique la flic se fait surprendre en petite tenue par un intrus allemand. Je vois que vous aimez les armes. Moi aussi je les aime. Vous avez d'autres passions? Super comme premier contact, gros. Change rien. Et après s'être mangé le pain qu'il méritait, le bonhomme se présente de façon un peu plus civilisée face au reste de l'équipe. Hans Rudi Hoffner. Richer Dynamique. Hans Rudi Hoffner. Vous avez la ref? Là-dessus, Hoffner déclare qu'il peut leur être utile car il sait comment détruire la créature. Il leur fait alors un petit historique. En débarquant sur place, son équipe est tombée sur le labo extraterrestre qui contient apparemment des spécimens provenant de toute la galaxie enfermés dans des cylindres. Ils ont donc voulu récupérer un de ces cylindres, sauf que la créature à l'intérieur était vivante, s'est enfuie et a décidé de buter tout le monde. Attendez, c'est pas cohérent votre histoire? Ça c'est ce qui est arrivé à Jean-Claude et Dédé de NTI au début du film. Je propose qu'on s'en foute. Il faut jeter ces bêtes du vaisseau, allez, vite. Ah ok, donc c'était ça ton plan? Bah dis donc, c'est bien rodé hein. Il fait alors une révélation intéressante. Elle se sert de nos propres hommes pour tuer. Mais ça s'arrête là. Je suis désolé, je dois m'en aller. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Si, merci. Bon ben salut. Je ne sais plus quoi dire. T'as jamais trop su quoi dire de toute façon, hein. De son côté, Johnson n'a toujours pas digéré la mort de sa copine Suzanne. Et il a beau avoir reçu une bonne dose de calmant, bah il a pas l'air super calme. Ouais vas-y, c'est pas du tout un traquenard. Du coup, il sort du vaisseau, ce con, et il suit sa copine morte sans se poser de questions. Non mais mec, réveille-toi, elle a même pas son casque, putain. Et alors que le bonhomme commence enfin à se poser des questions, Suzanne utilise une technique bien à elle pour débrancher son cerveau. Elle s'occupe alors de retirer son casque et de lui refiler ce qui ressemble à un parasite. Johnson introuvable, le reste de l'équipe se rend rapidement compte que quelque chose cloche et décide de partir à sa recherche. Mais il y a un autre problème. Ils vont bientôt manquer d'air. Stephen décide donc d'organiser une escapade vers le vaisseau allemand pour y récupérer leur réserve d'oxygène. Escapade pour laquelle Hoffner se porte volontaire, accompagné de Véronique la flic. Pas les pattes, le chien. Mais tire, personne n'en saura rien. Pendant ce temps, le reste de l'équipe est affairé à tuer le temps dans la salle de contrôle. Et cette radio, Bess, ça avance? Stop. Tu tiens le bon bout. C'est alors qu'ils reçoivent un message de Johnson en direct du vaisseau allemand, et le bougre leur annonce de bonnes nouvelles concernant la créature. Elle a dû partir car j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Tu es sûr de bien me sentir? Ah oui, je vais très bien, je te dis. J'ai une petite douleur dans le cou, c'est tout. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Notre nouveau vaisseau est fin prêt. Mec, soyons honnêtes, ça pue.
Ok. Mais qu'il est con. Car bien évidemment, Johnson était manipulé par le parasite de Suzanne. Hoffner et Véronique finissent quant à eux par tomber sur le cadavre de Suzanne lors de leur escapade. Sauf que le cadavre est vivant, et agressif avec ça. Je suis persuadé qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Eh ben, bravo champion. Il t'en a fallu du temps quand même, hein. Stephen part donc pour le vaisseau allemand avec le reste de l'équipe, sauf Bess qui reste en arrière pour Ah oui, la radio. On y croit, Bess. Tu vas y arriver, championne. Arrivé à destination, l'équipage est accueilli par Johnson et ils se séparent à nouveau car c'est une technique qui a fait ses preuves. Jeff et Stephen vont donc explorer les lieux pendant que Bérangère l'infirmière accompagne Johnson effectuer des tâches de maintenance. Ah, cela s'est encore éteint. Une seconde. Ça pue. Entrez, j'en ai encore pour un instant. Je crois qu'on peut dire que l'instinct de survie est officiellement porté disparu sur la surface de Titan. Parce que bien évidemment, tout ça n'était qu'un piège concocté par Johnson. Et elle aura beau se débattre et lui éplucher la gueule, la pauvre infirmière finira à la merci de la créature. Enfin, supposément. Parce qu'on y voit vraiment que dalle. À se demander s'ils ont pas embauché le chef-op d'EVP Requiem pour les séquences avec le monstre. De leur côté, Stephen et Jeff commencent à flairer l'embrouille et partent à la recherche de leur copine. Mais il est malheureusement trop tard. S'ensuit un petit combat entre Stephen et Johnson, duquel Johnson ressort vaincu grâce à l'intervention inopinée de Jeff. Ben voilà, comme ça il va arrêter de nous prendre la tête. Du côté de Bess, la radio est toujours pas prête. Mais les choses prennent une tournure digne d'un véritable film d'horreur quand elle subit une coupure de courant apparemment provoquée par un membre de l'équipage. Et la pauvre blonde sans défense se retrouve bien vite à la merci d'Hoffner qui a l'air bien décidé à lui refiler son parasite. Elle parvient cependant à quitter le vaisseau, mais Hoffner lui colle toujours au basque. La bonne nouvelle, c'est que Stephen et Jeff aperçoivent la donzelle en difficulté depuis la baie d'observation. Stephen se précipite donc pour la sauver, et ce malgré les appels à la prudence de Jeff qui semble étonnamment parti pour devenir le personnage le plus lucide de ce putain de film. Non, c'est pas très prudent. Toujours est-il que Bess est amené au sein du vaisseau par Hoffner, ce qui est super sympa de sa part parce qu'il était vraiment pas obligé. Jeff et Stephen se rendent immédiatement au SAS pour les accueillir et ça part bien évidemment en bagarre avec Hoffner. Une bagarre qui semble mal barrée étant donné que leur assaillant résiste aux balles. Ils en ressortent pourtant vainqueurs grâce à un Captain Stephen on Fire qui a la présence d'esprit de lui retirer son parasite. Notre trio de survivants doit donc établir un plan pour affronter la créature. Et pour ça, Bess semble avoir l'idée du siècle. Une fois, j'ai vu un film. Ok, ça s'annonce crédible. Ils tuèrent la bête par électrocution. Faute de mieux, le plan est validé. Le problème, c'est que tout le matos dont ils ont besoin se trouve à l'arrière du vaisseau, en plein dans le repère de la créature. Il faut agir avec intelligence. Merde, en effet, vous êtes mal barré. Et du coup, ils se séparent, parce qu'apparemment c'est la chose la plus intelligente à faire. Jeff rejoint donc la salle des machines, pendant que Stephen et Bess partent à l'arrière du vaisseau pour préparer le piège électrique. Tout ce joli mélange va provoquer un court-circuit. Et là, c'est le drame, parce qu'il s'avère que la créature était sous leurs yeux depuis le début, mais qu'elle se fondait parfaitement dans le décor. Non mais c'est fortuit, on vous dit. Et alors j'ai bien compris que William Malone y tenait pas spécialement à nous la montrer, mais bordel, on a du mal à discerner ne serait-ce qu'une silhouette quoi. Enfin bref, toujours est-il que Stephen et Bess rejoignent Jeff dans la salle des machines, et qu'ils activent le piège, ce qui nous donne enfin un semblant d'aperçu de sa silhouette fortuite. Suite à quoi, le trio part immédiatement vérifier qu'elle est bien morte, et il semble que ce soit le cas. Oh, on a réussi. Prépare-toi à décoller. Qu'on parte dans 10 minutes. Sauf qu'il reste 20 minutes de film, et qu'on me la fait pas à moi. Jeff et Stephen partent alors immédiatement à son secours, mais ils arrivent trop tard. Elle l'a vendu. Par les pieds. Et c'est même pas une blague. Qu'est-ce qui se passe? Bah un moustique connard, non mais qu'est-ce qu'il veut qu'il se passe? Pour sauver Bess, Jeff propose de faire diversion de son côté pour occuper la créature pendant que Stephen partira la libérer. Et sur le chemin, il tombe sur la réserve d'explosifs et sur un filet. De son côté, Stephen libère sa meuf et suit la trace de la créature jusqu'à un Jeff apparemment très investi dans son rôle d'appât. Jeff active alors le compte à rebours de l'explosif et Stephen ouvre la trappe pour éjecter la créature et son pote en dehors du vaisseau. Il part alors vers la salle de contrôle avec Bess pour se barrer au plus vite, mais pas de bol, le sas est encore ouvert et la créature est bien décidée à revenir pour tout faire péter avec elle. Du coup, Stephen tente de la repousser comme il peut avec son flingue, mais comme c'est pas hyper efficace, il décide d'utiliser la technique du pied dans la gueule. Sauf que lui aussi finit en dehors du vaisseau et qu'il se retrouve donc à la merci de la créature. On dirait quand même vachement un xénomorphe, hein? Même si c'est fortuit. Son seul maigre salut ne réside alors plus que dans l'explosif, dont le compte à rebours arrive à son terme. Sauf que... ça marche pas. Et alors que tout espoir semble définitivement perdu, Bess débarque et montre à tout ce beau monde que c'est pas parce qu'elle a servi à rien pendant tout le film qu'elle peut pas servir à quelque chose dans les 5 dernières minutes. Oula, ralentis s'il vous plaît. Ah oui, bah je comprends pourquoi William voulait pas trop qu'on la voie. Enfin bref, suite à cette belle victoire qui rendrait fière Ellen Ripley, Bess ramène son copain dans le vaisseau et... Véronique? Bah, qu'est-ce que tu fous là? T'étais où? Je me suis perdue.
D'accord. Nos 3 survivants quittent donc les lieux à bord du vaisseau allemand, et c'est la fin de Créature. Et bordel, que ça ressemble à Alien. C'est abusé à quel point ils ont pompé la DA, l'atmosphère, les costumes, la créature, la musique, en beaucoup moins bien, hein, ça va sans dire, mais toujours est-il que l'ADN du film de Scott transpire dans quasiment chaque plan du métrage de Malone. Un Malone qui manque d'ailleurs pas de toupet quand il a déclaré à l'époque de la sortie de son film qu'Alien ne l'avait pas plus inspiré que ça, et qu'en réalité le seul point commun qu'il partageait avec Alien, c'était de s'être inspiré des films de SF des années 50. Ce niveau de déni intersidéral. Une question qui mérite cependant d'être posée, au-delà de sa repompe évidente d'Alien, Créature est-il un bon film? Alors sans aller jusque-là, disons qu'il se défend. La principale qualité du métrage, c'est qu'il est plutôt joli mine de rien. Que ce soit du côté des décors ou des effets spéciaux, Créature se tient et parvient à éviter le ridicule malgré un budget très limité. Et même si Malone et son directeur photo se reposent parfois un peu trop sur l'obscurité comme cache-misère, notamment avec la créature elle-même, force est de constater que d'un point de vue purement visuel, le film est loin d'être honteux. Côté scénar par contre, il y a vraiment rien de marquant. Le film est en pilotage automatique, avec un déroulement vu et revu qui recycle tous les poncifs du genre. Alien, La chose d'un autre monde, Malone connaît ses classiques et ne le prouve donc avec un scénario sans surprise. Pour autant, même si on veut venir la plupart des rebondissements, le rythme assez soutenu du film rend son visionnage assez plaisant. Que résulte-t-il de tout ça? Un film de monstre étonnamment attachant à défaut d'être inoubliable, dont la principale force réside dans son équipe talentueuse et passionnée. C'est pas pour rien que les frères Skotak finiront par décrocher un Oscar. D'ailleurs, je me demande si Cameron ne s'est pas inspiré de la respiration du monstre pour créer celui de la reine dans son Aliens. De plagiat d'Alien à inspiration d'Aliens. Le cycle de la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou vous acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut!